On est reparti. Merci, vous trois, d'être présents. Donc, on va parler cette fois de spécifiquement produits d'IA et du rôle de Data Product Manager dans vos contextes respectifs. Je vais vous laisser l'expliquer. Ça va être bien complémentaire par rapport au talk qu'on a vu juste avant. Je vais vous laisser vous présenter en parlant de vos contextes spécifiques qui font que, à vous trois, on a une bonne exhaustivité des problématiques qu'on peut rencontrer dans les sujets de produits et d'IA. Je te laisse commencer, Lorraine. Oui, bonjour Lorraine. Je suis Chief Product and Data Officer chez Euritech. Donc Euritech, qui on est, on accompagne des marques de mode et de sport pour les aider à mieux produire leurs collections en quantifiant et en anticipant les tendances. Donc les marques qu'on accompagne, ça va être par exemple Nike, Adidas, New Balance, Uniqlo, donc plutôt des gros comptes. Et concrètement, la technologie aujourd'hui, on va chercher à construire des gros panels, à crawler des données sur les réseaux sociaux. On va ensuite analyser des images et on va être en mesure de mesurer, quantifier sur les images ce que les gens portent en termes de couleurs, de modèles, de matière, de forme. Et une fois qu'on a toutes ces données analysées, on a aussi beaucoup d'historique. Donc, on peut faire du forecast sur quelles seront les prochaines tendances et la performance aussi des modèles, des marques avec qui on travaille. Alors, il y a une particularité de ton quotidien, c'est que la boîte en tant que telle est quasiment un produit d'IA. Ce n'est pas juste une feature dedans. Oui, c'est ça. On a plusieurs produits d'ailleurs. On a une plateforme SaaS B2B, des API, des data extracts, des reports. Et effectivement, la particularité, c'est que toute la proposition de valeur de l'entreprise repose sur la donnée. C'est au cœur de toutes les opérations. Donc, c'est vraiment le produit data, l'entreprise. Forcément, pour moi, ça pose des enjeux en termes de vision et d'orga. Mon challenge, ça va être de craquer le product market fit, parce que si mon produit data marche pas, c'est l'entreprise finalement qui ne marche pas. En termes d'orga, il faut mettre tout le monde en mouvement. Bon, pour vous donner un ordre de grandeur, chez Euritech, on est 30, donc 15 tech, donc on est quand même assez loin des effectifs chez vous. Mais voilà, mettre tout ce monde-là en mouvement. Et mon rôle aujourd'hui, il est beaucoup plus hybride. Enfin, avant d'être chez Euritech, j'avais eu des expériences en data product management dans des IA labs où tout était très structuré avec des feature teams. C'était très clair sur la constitution des équipes. Aujourd'hui, c'est un peu plus mouvant. Je travaille autant avec des data scientists qu'avec des développeurs parfois. Et en termes d'enjeux, comme je suis dans une boîte data, j'ai moins cet enjeu d'acculturer les équipes à la donnée. Voilà, elles sont déjà toutes hyper sensibilisées. Enfin, en tout cas, ça dépend s'il y a des sujets tech très poussés où les gens sont à l'aise. Après, paradoxalement, parfois sur des sujets de business insight, sur l'analyse des coûts, des revenus, on n'est pas toujours irréprochable. Donc, c'est pas parce qu'on est une boîte data que voilà, on peut toujours s'améliorer globalement. Clairement. Pauline, je te laisse prendre la suite. Ça marche. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pauline. Je travaille chez Le Bon Coin. Ça se voit, je crois. Donc, j'ai plus l'habitude d'être à votre place qu'à celle-ci. J'ai rejoint Le Bon Coin il y a 1 an et demi. Et je suis Data Product Manager d'une équipe Data Science. Il faut savoir qu'au Bon Coin, il y a des Data Scientists /MLE qui sont intégrés dans certaines feature teams, notamment Search, recommandations, pardon. Enfin, voilà, des feature teams dont le produit est vraiment basé sur l'IA, donc ils ont besoin d'avoir ces profils. Et moi, en fait, mon équipe, il y a que des data scientists et des MLE. On a 8 personnes dans mon équipe. Et en fait, on travaille, on est central, donc on travaille avec plein d'équipes différentes du Bon Coin, que ce soit des feature teams ou que ce soit des équipes business, comme on travaille beaucoup avec le service client pour automatiser certains process, pour apporter de la valeur aux agents de service client, c'est-à-dire leur dégager un peu de temps. On travaille avec notamment la finance sur des sujets de forecast, de chiffre d'affaires, ce genre de choses. On travaille avec le CRM pour identifier à quel moment envoyer des notifications aux utilisateurs. Enfin voilà, on est vraiment, on va dire, multi-domaine. Ce qui peut poser parfois quelques challenges, parce qu'en fait, plus on travaille avec une équipe et plus
cette équipe va être acculturée, on va dire, à ce qu'on peut faire avec le ML. Et plus on va avoir des nouvelles idées émerger, ce qui est en soi trop bien. Mais en fait, si on est multidomaine et qu'on a plein d'idées pour chaque domaine, on se rend vite compte que il faut falloir scaler tout ça. En fait, on est en pleine réflexion aussi de voir Le Bon Coin Le Bon Coin aujourd'hui vit un peu une transformation aussi. Julien en a un peu parlé. Donc, on s'inscrit dans cette transformation pour réfléchir à justement comment travailler de manière plus efficace et réussir à scaler pour toucher maximum de besoins dans l'entreprise. Ouais, donc aujourd'hui, tu es déjà sur une équipe multi-produits finalement, mais bon, passer à l'échelle, ça reste encore un autre problème. Très bien. Juliette ? Bonjour, donc je m'appelle Juliette. Moi, je travaille chez Engie dans le département de recherche et d'innovation. Et au sein de ce département, dans le programme IA. Donc, je suis Head of Product sur un produit d'innovation qui s'adresse à tous les projets d'Engie et en particulier au sein de ces projets aux personnes qui interagissent avec les parties prenantes. Donc, par exemple, si on prend un parc de panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, les impacts de ces projets sur le territoire sont énormes et les parties prenantes ont beaucoup de pouvoir. Ça peut être des médias, des partis politiques ou même des citoyens. On sait que si vous voyez du fond de votre jardin une pale d'éolienne, vous avez le droit de vous exprimer et vous avez potentiellement un pouvoir de nuisance assez fort. Il y a des projets qui sont arrêtés, retardés ou qui ont des pénalités. Et donc, c'est hyper important pour ces projets de comprendre comment se positionnent leurs parties prenantes pour pouvoir au mieux les engager et du coup interagir avec elles de manière pertinente. L'idée derrière ça étant de minimiser au maximum le risque de controverses, de polémiques et de revendications négatives au sujet de projets. Et donc pour ça, on utilise des modèles permettant d'analyser les textes, donc du NLP et du génératif, pour pouvoir comprendre comment se positionnent ces parties prenantes à partir de ce qu'elles écrivent. L'enjeu, donc par rapport à notre discussion, donc c'est un projet d'innovation en IA, et donc on a des utilisateurs, mais on n'a pas, c'est pas des utilisateurs qui ont émis un besoin auquel on répond. On leur propose quelque chose qu'ils ne connaissent pas a priori, même si on répond à un problème métier, et donc on doit trouver les bonnes idées, les tester, et du coup il y a tout un enjeu une incertitude assez forte qui est déjà inhérente aux produits data en général, mais encore plus dans l'innovation, auquel on est confronté parce qu'on n'a pas non plus des ressources illimitées et on doit quand même délivrer un produit qui serve le métier. Alors, rentrons dans le vif du sujet, c'est bien, tu m'as ouvert la porte. Sur des sujets d'IA, de data science, clairement la partie incertitude, exploration est très forte. On peut se retrouver dans des cas de figure, si on le gère mal, je prends un gros tunnel de 6 mois avant d'avoir un premier modèle qui peut commencer à servir à quelque chose. Comment on gère, en tant que PM, l'incertitude inhérente à des projets produits data science ? En tout cas, comment nous on le gère sur mon produit. Déjà, on essaye au maximum d'intégrer l'utilisateur dans la boucle et de tester de manière très fréquente, non seulement le produit, mais même avant que ça devienne un produit, ce qu'on explore. Donc nous, on essaye de montrer à nos utilisateurs, ça peut être soit des prototypes, mais ça peut être aussi des Excel, de l'exploration en data, en design. Bon, en technique, c'est vraiment le produit directement, mais c'est vraiment de tester auprès d'eux pour comprendre vraiment ce qui leur est utile et du coup d'en tirer une espèce une métrique qui va nous guider un petit peu dans nos recherches et du coup réduire progressivement le niveau d'incertitude. Après, la deuxième solution, c'est aussi de cadencer cette exploration. Donc, quand on met en place nos sprint planning, quand on organise le travail de l'équipe, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver et parfois on ne sait même pas exactement ce qu'on cherche. Mais du coup, je crois que quelqu'un a décrit ça aussi précédemment, de dire qu'on va se dire
fonctionne en spike, on dit on alloue 3 semaines, un mois, je sais pas, X jours à cette exploration-là. Au bout des X jours, on fait un point et on essaye de regarder si ça vaut le coup d'avancer ou pas. Et c'est là où on intègre les utilisateurs et on essaye de mesurer comme ça. Donc, se forcer à lever les crayons au bout d'un moment et de se reposer les bonnes questions. Ouais, exactement. Pauline, similaire? Ouais, je voulais juste insister sur le fait que tu as parlé d'incertitude et je pense que c'est vraiment un élément primordial parce que c'est différenciant avec un produit, on va dire, classique. Quand on identifie un problème, on se dit ok, on pense que le machine learning ça peut être un moyen de résoudre ce problème. En fait, on peut pas savoir avant de commencer à quel point ça va fonctionner ou pas, quelle performance on va atteindre. Donc il va falloir tester. Donc vraiment cette incertitude, voilà, faut vraiment l'avoir à l'esprit et bien en discuter avec tous les stakeholders, dire que le ML c'est pas de la magie, qu'on va pas faire du 100% de précision. Et juste pour revenir sur le fait de se donner des jalons, je pense que je suis complètement alignée avec ça. En fait, sinon, comme on sait qu'un modèle va pas avoir 100% de précision, on peut avoir par exemple 80% de précision, on peut dire ok, on continue pour avoir 81, ok, on continue pour avoir 82, etc., etc. Et du coup, ça peut prendre des mois et des mois. Du coup, en fait, dans le meilleur des mondes, ce qu'il faut faire, c'est déjà essayer de reach une target avec le business, faire une première itération, voir où on en est, voir déjà si déjà on a atteint la target, ok, on part en prod et on itère ensuite sur le modèle. Si on n'a pas atteint la target, on essaye de voir si vraiment on est très très loin. Dans ce cas-là, on se dit peut-être qu'en fait ça vaut pas le coup d'investir des efforts plus pour en fait on n'est pas sûr d'y arriver. Et si en fait on n'est pas très loin de la target, on se dit ok, on peut refaire une boucle d'itération pour ensuite partir en prod, quoi. Et à contrario, on peut être aussi agréablement surpris que les 80%, je peux les atteindre avec des modèles très simples. Ça arrive. Pour compléter aussi, une astuce qui avait fonctionné dans certains cas, c'est de prendre le problème à l'envers et de se dire on peut viser le maximum, la performance maximum, mais on peut aussi chercher quel est le seuil minimum qu'on veut atteindre et à partir duquel ça vaut le coup de l'industrialiser, de le déployer, quitte à chercher à l'améliorer par la suite, mais au moins d'être utilisé. Et donc, pour ça, on avait, alors ça fonctionne pas systématiquement, mais je me souviens pour identifier si une partie prenante est pour ou contre, on avait posé la question au métier de qu'est-ce que vous coûte l'erreur d'un modèle? Concrètement, quel impact ça a pour vous? Et à partir de quand ça crée un problème plus que ça n'apporte de valeur, d'avoir une solution non fiable. Et du coup, on avait établi un seuil à partir duquel on avait pu mettre dans les mains des utilisateurs, quitte à derrière pouvoir l'améliorer. Ouais, donc directement passer en mode MVP, en mode j'ai le projet de bout en bout, parce que je sais que ça t'apporte déjà un cran de valeur que tu n'avais pas avant, quitte à ce qu'on n'a pas sur une performance parfaite. Comment est-ce qu'on gère, au-delà de l'incertitude, il y a un deuxième problème classique en ML, c'est je vais chercher à optimiser ma performance, mais on manque, on en parlait un petit peu avec Claire, le step de l'adoption à l'utilisateur. Comment est-ce que je fais en sorte que ce que j'optimise, c'est pas juste pour ma propre métrique technique, mais comment est-ce que je gère, je mesure que mon produit sera adopté et digne de confiance. Oui, c'est assez lié. Nous, on passe beaucoup de temps sur l'acculturation, à essayer de démystifier l'IA, justement à faire comprendre que c'est pas de la magie. Tu citais les seuils de précision à atteindre. Nous, ça nous est arrivé parfois d'avoir des modèles où sur certaines entités, on avait 99% de précision. On montre 100 images à un client, il envoie une de fausse et il re-challenge tout et il a plus du tout confiance dans le produit. Donc, pourtant, nos clients sont quand même plutôt ils viennent souscrire à un service d'IA, donc ils ont une curiosité, une appétence. Donc, on passe quand même beaucoup de temps toujours sur l'acculturation. Et un conseil que je peux donner sur l'adoption, c'est de miser sur l'interprétabilité des modèles quand c'est possible. On a tendance parfois à se focaliser trop sur la performance et à oublier un petit peu cette dernière étape de comment on va faire finalement pour créer de la confiance. Nous, ça nous est arrivé dans une expérience précédente dans un IA Lab où je travaillais sur un modèle de prévision des commandes e-commerce avec comme objectif
de pouvoir aider les équipes à faire le staffing en fonction du nombre de commandes. On a fait un super modèle qui avait des très bonnes prédictions supérieures à leur baseline. Et quand on l'a envoyé aux prévisionnistes, en fait, le fait de recevoir un nombre de commandes total sans explication, ça leur faisait peur. Ils n'avaient pas envie de l'utiliser, alors qu'avant, ils avaient quelque chose qu'ils faisaient eux-mêmes sur un Excel qui était moins performant, mais qui était compréhensible. Et donc là, ce qui a été game changer dans l'adoption, c'est le fait de travailler sur l'interprétabilité et de leur mettre à dispo sur un dashboard la façon dont le nombre de commandes allait se décomposer. Donc, quelle était la part qui était due à la saisonnalité, à la tendance de fond, à des facteurs, des variables comme les promotions. Et à partir de ce moment-là, l'usage a commencé. Donc ça, c'est pas toujours possible. Ça dépend des modèles aussi, mais ça peut être un élément à prendre en compte aussi. Dans votre phase de qualification technique, quand vous allez choisir le modèle, est-ce que vous pensez que vous allez avoir des enjeux peut-être d'adoption et de besoin d'interprétabilité aussi qui vont être plus forts? Voilà. Clairement. Je passe à une thématique. On cherche à développer une démarche produit dans l'IA. Et donc, j'ai très envie d'utiliser tous les frameworks du Product Manager. Et allons-y, c'est parti. Sauf que, bien sûr, il y a des spécificités à la data, encore plus à l'IA. Je te redonne la parole, Juliette, pour démarrer. Comment est-ce qu'on adapte ou on développe de nouvelles pratiques pour... on ne peut pas être by the book sur un certain nombre de sujets. On a parlé d'incertitude, etc. Mais comment on adapte ces frameworks du Product Management aux spécificités de la data et de l'IA? Et c'était un exemple à donner de comment tu as adapté ça. En effet, du coup, nous dans l'équipe, alors le contexte de départ, c'était pas impérativement de ne pas être by the book, hein, mais on est parti d'un rituel du mode safe, donc le PI planning, en se disant que en fait le produit est énorme, il y a plusieurs bouts et donc il y avait besoin de synchronisation un petit peu plus approfondie que celle qui se passe pendant les sprint planning et sur un horizon de temps plus important. Donc ça, c'était le constat de départ pour redonner un peu du cap à l'équipe et qu'elle puisse savoir un peu où elle allait. Et donc, on a organisé des journées. Donc, initialement, je suis repartie du framework du PI planning de SAFe que j'ai adapté progressivement à l'équipe. Et aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant qu'on a mis ça en place. Donc, toutes les 6 semaines, on continue à appeler ça PI, mais bon, par habitude, toutes les 6 semaines, on se réunit une journée. Donc, c'est vraiment une journée pendant laquelle l'équipe lève les stylos. Et on se retrouve. Et l'idée est de discuter des gros objectifs pour une période de 6 à 8 semaines et de pouvoir en identifier les interdépendances, de comprendre les risques et de comprendre aussi où se trouvent les incertitudes dont on parlait au début. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a des risques et des incertitudes. On ne sait pas au moment où on en parle comment les résoudre ni la forme précise qu'elles peuvent prendre. Mais faire cet exercice d'en avoir conscience, de l'accepter, parce qu'il y a un côté peut-être moins inquiétant aussi, de se dire que tout le monde en a conscience et que c'est toléré, et de pouvoir un peu recentrer les efforts de l'équipe sur un cap fonctionnel clair, et ce qui permet ça a une vertu de remotivation de l'équipe super forte, en plus des intérêts un peu sympa de passer une journée ensemble. On a des rituels, ceux qui arrivent en retard amènent le petit-déj les prochaines fois. Enfin, voilà, c'est des petits trucs qui peuvent paraître un peu bébêtes, mais ça fonctionne bien. Oui, puis ça oblige à sortir un petit peu cette obligation de qu'est-ce que je délivre dans un sprint de 2 semaines, etc. Comment est-ce que Exactement. Et j'ai un autre exemple aussi rapide, aussi sur l'incertitude. Très récemment dans l'équipe, alors je suis pas spécialement contre ce principe, mais on s'est aperçu que le fait de devoir estimer nos tâches et nos user stories et de les associer à un chiffre, un nombre de points, qu'en fait c'était pas très adapté à notre mode de fonctionnement parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et que de toute façon le nombre de points qui était défini en sprint planning correspondait pas à la réalité de ce qui était livré et qu'il y avait des choses qui arrivaient en cours de sprint et que donc qu'on était de toute façon pas capable de donner un nombre de points précis. Et donc on a pris la décision en équipe, donc là c'est tout récent, on va le tester, mais d'arrêter d'estimer, en tout cas de chiffrer en points. C'est-à-dire qu'on estime bien sûr un objectif de sprint, mais pas la My User Story. Autre exemple.
Pauline, je crois que c'est un petit peu le Scrum by the Book ne marche pas en data science. Ouais, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est un peu pareil. Je pense que moi, j'ai vécu dans d'autres expériences. On m'a dit TPO, t'appliques le Scrum, on s'en fiche que ça soit de la data science ou pas. Je suis pas trop d'accord avec ça. Et au Bon Coin, on a un peu la liberté. On travaille tous avec des roadmaps de 3 mois, des sprints de 2 semaines, mais on a la liberté de s'organiser un peu comme on veut dans notre équipe. Et quand je suis arrivée, moi, dans mon équipe, en fait, déjà, il n'y avait pas de product manager avant. Donc, l'équipe n'avait pas forcément l'habitude de ces rituels. Donc déjà, moi j'ai essayé d'initier un peu cette démarche produit petit à petit. Je pense que c'est bien aussi de pas venir avec ses gros sabots et dire maintenant on va faire ça, et de les adapter en fait au contexte d'un sujet ML. C'est peut-être anecdotique, mais par exemple, comme on sait que c'est des sujets très longs, on s'est dit avec l'équipe faire des daily tous les jours. Daily, c'était pas forcément pertinent en fait, parce que d'un jour à l'autre ils vont dire la même chose et ça apporte pas trop de valeur, et du coup juste on s'est dit on va le faire 2 fois par semaine plutôt que tous les jours. On continue d'appeler ça des délits, mais voilà, c'est un petit exemple comme ça, mais c'est pareil sur les sprints. Normalement, quand on regarde ce que c'est la définition d'un sprint, c'est qu'à la fin de ce sprint, on est censé avoir un incrément de valeur pour l'utilisateur. On sait qu'avec des sujets ML, on ne sait pas en 2 semaines qu'on va avoir forcément un impact. On pourrait se dire qu'on fait des sprints plus longs plutôt que des sprints de 2 semaines. Mais en fait, nous, comme toutes les équipes travaillent avec des sprints de 2 semaines, pour la synchronisation, pour tout ça, c'est beaucoup plus simple de garder ce cadencement-là. Donc en fait, on garde des sprints et on se dit, avec chacun des membres de l'équipe, l'objectif du sprint, ça va être de faire de tel ticket. On fait pas du tout de sizing par point non plus, donc je te rassure, tu peux tester. Mais en fait, c'est bien de garder cette notion de sprint parce que ça donne des objectifs, ça donne comme un cadencement et de se dire si on les atteint pas, c'est pas grave, mais au moins ça nous donne un but à atteindre pour les 2 prochaines semaines, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le message à faire passer. C'est faut pas être absolument vouloir appliquer tout ce qu'on voit dans les livres. Il faut vraiment l'adapter au contexte, et encore plus dans des sujets ML où c'est quand même assez différent, quoi. Et donc Lorraine, je vais essayer de Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus sur les sprints de 2 semaines, parce que nous on a à peu près tout essayé chez Euritech, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On a fait des roadmaps trimestriels sans sprint aussi. Et là, ce qui marche le mieux pour nous, en tout cas, c'est les cycles de 6 semaines. L'hypothèse, c'est que en 6 semaines, on peut faire une première version super d'à peu près tout, à part peut-être quelques projets de R&D très poussés, mais sinon quasiment tout pourrait avoir une première version 6 semaines. 6 semaines, c'est assez long pour construire quelque chose qui va être vraiment significatif, et en même temps assez court pour que, dès le départ, on sente un peu la pression de l'échéance et qu'on soit forcé de faire des choix quand même stratégiques. Et depuis qu'on a fait ça, même si c'est des temps plus longs, on est beaucoup plus efficace, plus rythmé et cadencé que les sprints de 2 semaines. Donc voilà, après, je pense que ça peut aussi très bien marcher à 2 semaines, mais sentez-vous libre d'adapter parfois les frameworks, et même si en général on est plutôt sur des trucs de 2 semaines, nous finalement ça marche mieux sur des temps plus longs. Alors parlons framework du coup. Et effectivement, sur les frameworks, moi je m'inspire beaucoup de ce qui existe. Après, j'ai quasiment jamais utilisé tel quel un framework, parce qu'il faut toujours prendre en compte votre contexte. Là, j'avais un petit exemple sur le modèle RIS. C'est un modèle de priorisation des initiatives en produit. Il y en a plusieurs, mais c'est un des plus connus. Et donc, ça permet de scorer en fait vos initiatives et de voir sur lesquelles vous voulez travailler en premier. Donc, le modèle, traditionnellement, ça prend en compte le reach, l'impact, la confiance et l'effort. D'où les initiales. Donc les reach, c'est le nombre de personnes que vous allez atteindre. L'impact, c'est à quel point vous allez avoir un impact significatif sur chaque personne. Confidence, c'est dans quelle mesure vous êtes confiant sur vos estimations de reach et d'impact. Donc est-ce que vous êtes sûr que votre initiative va avoir le résultat attendu, escompté. Et en général, on divise ça par l'effort, donc le temps que vous estimez que vous allez passer. Nous, quand on a essayé ça, on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient. Donc, on a ajouté la business importance. Donc, dans quelle mesure on pense qu'il y a vraiment une valeur business, un revenu additionnel qui est lié,
une notion aussi d'alignement avec un de nos principes clés qui est AI at our core à Eurytech. L'idée, c'est pas de mettre de l'IA partout, mais c'est vrai que parfois on a eu des initiatives, des requêtes de clients où on savait que ça allait être 100% manuel, et on se disait que c'était, même si on pouvait le faire et être profitable, c'était pas forcément là qu'on voulait placer notre énergie. Et sur la notion d'effort, on a ajouté aussi un coefficient correcteur de data complexity qui prend en compte finalement cette notion d'incertitude dont on a discuté. Voilà. Donc, ce type de framework, ouais, sentez-vous libre de les. Enfin, c'est là pour vous aiguiller. De toute façon, c'est pas une science exacte. On peut faire plein de versions de scores différentes selon les critères qu'on met. Donc, l'idée, c'est de les adapter selon son organisation et ses besoins. Complètement. Je voudrais qu'on parle maintenant de vos rôles au quotidien de product manager, AI product manager. Et en fait aussi un petit peu des backgrounds. Alors il y a un peu deux écoles. Hein. On peut se dire que le data product manager vient du produit et se met à la data, ou le chemin inverse. Et vous êtes représentatif de ces deux chemins. On va déjà se le dire, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Mais je voudrais comprendre le background que vous avez, le cheminement que vous avez parcouru pour arriver au rôle de data product manager et finalement ce que vous cherchez dans vos équipes respectives. En skills nécessaires dans ce rôle-là. Je vous propose de commencer, Juliette. Ouais. Du coup, moi, j'ai une formation école de commerce et ensuite j'ai intégré Accenture, donc dans une practice digital data analytique. D'ailleurs, j'ai croisé un de mes anciens collègues à la foule. Et puis ensuite Octo, donc spécialisé dans l'entité data et IA. Du coup, j'ai une formation business métier, mais je me suis progressivement spécialisée sur la data et l'IA avec une approche fonctionnelle. Donc, j'ai pas du tout un profil technique, je code pas, mais j'ai suivi plusieurs formations sur la data science. Enfin, je découvre pas non plus le sujet. Et pour répondre à tes deux questions, je pense que c'est nécessaire, même si on n'a pas un profil technique, d'avoir au moins une appétence et aussi quelques compétences même fonctionnelles sur les sujets data. Similaire, Lorraine? Oui, j'ai fait une école de commerce également, et après j'ai rejoint un cabinet de conseil spécialisé dans les sujets data IA qui s'appelle Artefact. Donc, parcours un peu similaire. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce que je recherche. En général, c'est vrai que quand je cherche à recruter des data product managers, l'idéal ce serait quelqu'un qui a une expérience dans le secteur, mais c'est assez rare. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est plutôt des personnes dont je vois que dans le CV, il y a à la fois des choses qui montrent qu'il y a une appétence business, produit, potentiellement un peu technique aussi, avec idéalement des missions de data analyse. Et ensuite, sur les skills, je trouve que ça dépend vraiment du rôle aussi de data product manager que vous allez avoir. Par exemple, dans mon équipe, là, chez Eurytech, il y a deux data PM qui ont des scopes très différents. Il y en a une qui s'occupe plutôt de la partie reconnaissance d'images, comment on va entraîner tous nos algorithmes sur des millions d'images, détecter des entités derrière, et donc elle va s'occuper de beaucoup d'annotations de données. Et comme elle s'occupe de ces opérations-là, j'ai besoin que ce soit quelqu'un aussi qui ait vraiment des skills d'exécution et de delivery. Et il y a une autre data product manager qui a un scope un peu plus concentré sur la partie insight, sur le forecast, sur quelles métriques on peut mettre à disposition sur les tendances auprès des clients. Et donc là, en plus du socle commun que je vais vouloir pour toutes les deux, j'aimerais qu'elle ait des skills encore plus particulièrement d'empathie, de curiosité, d'appétence business et un bon relationnel client aussi encore plus. Il y a quand même une notion il a fallu mettre les mains dans la compréhension de la data et de l'IA qui est nécessaire pour déjà rentrer en empathie, en compréhension avec les membres de vos équipes, même si on n'est pas obligé d'avoir mis en prod un modèle pour... Pauline, tu as fait le chemin inverse. Exactement, moi je suis de l'autre côté. J'ai fait une école d'ingénieur et ensuite j'ai fait une thèse en machine learning à la SNCF, donc c'était quand même très très appliqué, très concret. Globalement, je faisais un peu un taf de data scientist. Et ensuite, c'est là où je me suis rendu compte que la data, le ML, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai continué en tant que data scientist dans une petite boîte.
Et en fait, comme beaucoup de petites boîtes qui veulent faire de l'IA, en fait, elles s'étaient pas posé la question avant de se dire est-ce qu'on a assez de données et des données de qualité pour vraiment faire de l'IA. Et c'est là où je me suis, du coup, j'ai pris un peu plus la casquette de chef de projet, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment, parce que j'avais encore ce côté data, mais ce côté vraiment creuser plus c'est quoi le besoin, comment on peut y répondre, etc. Et c'est là où j'ai décidé de m'orienter plus sur côté produit, et du coup de ne plus développer, mais de faire plutôt cette casquette chef de produit. Donc j'ai rejoint une boîte de conseil qui s'appelle TAC. J'ai fait une mission de data product manager. Et ensuite, j'ai rejoint Le Bon Coin en tant que data PM. Donc, j'ai fait un peu un chemin inverse. Enfin, inverse, pas vraiment, mais... et en fait, c'est pareil. Moi, je venais du monde de la data. C'est vrai que le produit, OK, mais qu'est-ce que c'est vraiment le produit? Donc, j'ai regardé des formations. Donc, je me suis formée sur c'est quoi le product management, c'est quoi les grands principes, etc. C'est vrai qu'à l'époque aussi, j'avais cherché des formations vraiment axées data PM. C'était il y a quelques années déjà, et je pense que le rôle était assez nouveau. Et du coup, il n'y avait pas ce genre de formation. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se lancer là-dessus. Je crois que Imaya est en train de faire une formation. Je fais une petite pub. Donc c'est super cool, parce que je pense que c'est ultra bénéfique. Enfin, moi en tout cas à l'époque j'en cherchais, j'en trouvais pas. Donc je pense que ça aidera beaucoup de monde. Donc voilà, moi je suis plutôt passée du côté data, on va dire, à produit. Ce que ça m'apporte, je pense que c'est ultra bénéfique au jour le jour, parce que quand je discute avec les personnes de mon équipe, les data scientists, les MLE, je comprends vraiment. On a une discussion qui est assez simple en fait. Je pense que ça simplifie beaucoup de choses. A contrario, des fois, le risque, je pense, que moi, je vis, en tout cas, personnellement, c'est que ça m'intéresse tellement que des fois, je suis tentée de vouloir vraiment creuser plus la partie technique, alors qu'en fait, c'est pas mon rôle, c'est pas là où j'ai ma valeur ajoutée. Et clairement, c'est eux les experts, c'est eux les boss, quoi. Donc, clairement, des fois, j'ai un peu maintenant, je l'ai vraiment en tête, donc je fais attention à vraiment rester à mon rôle, on va dire. Mais ça peut être ça, je pense. Il faut juste le garder en tête. Une fois qu'on est côté produit, c'est cool de s'intéresser toujours, mais il ne faut pas non plus y passer son temps, quoi. Je comprends, ça démange parfois. Je pense que ton approche, c'est pas la bonne, mais c'est pas trop ton rôle de le dire. Ok. Du coup, on est quand même sur une convergence dans des rôles et des équipes dans lesquelles vous travaillez, la nécessité de la compréhension un peu plus deep dive de la data et de l'IA, et une approche très pragmatique d'adaptation des principes du produit à l'IA. Il y a une question qui revient toujours, on l'a abordée dans certains talks d'avant. En tant que PM, on vous demande de maximiser la valeur de votre produit. Sauf que mesurer le ROI d'un produit data science, c'est pas quelque chose de très simple. Et typiquement, traduire une métrique technique en quelque chose de plus concret d'un point de vue business, c'est un vrai enjeu pour beaucoup. Pauline, je te laisse encore prendre le micro. Comment tu fais ça? C'était un exemple sur un des... Ouais, ça marche. Je pense que ça a déjà été pas mal évoqué dans les autres talks, mais clairement, c'est un truc à garder en tête. Il y a d'un côté la perf vraiment technique du modèle, ça peut être recall, précision, accuracy, etc. Mais vraiment derrière, il faut le traduire en impact business, et c'est pas toujours facile selon les modèles, etc. Ça peut être plus compliqué. Je peux prendre un exemple pour illustrer. Par exemple, j'ai parlé du service client tout à l'heure. On a un modèle qui permet de catégoriser de manière automatique le problème de l'utilisateur quand il crée un ticket au service client. Clairement, la métrique, ça peut être de l'accuracy, mais c'est cool d'avoir une super accuracy, mais c'est quoi l'impact pour l'entreprise derrière? En fait, si on regarde du côté du service client, ça permet de gagner du temps aux agents, et du coup, qui dit gagner du temps, dit aussi gagner de l'argent. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette traduction entre d'un côté la partie technique et de l'autre côté, vraiment comment ça touche l'entreprise, qu'est-ce que ça fait gagner à l'entreprise, qui est plus ou moins facile selon les sujets, mais il faut vraiment se forcer à faire ça, quoi. Lorraine?
Comment tu gères ça, toi, au quotidien? Parce que du coup, tu parlais de product market fit, etc. Enfin, on n'est pas uniquement sur l'optimisation technique de computer vision ou autre. Oui, c'est un vrai challenge aussi qu'on a avec nos clients au quotidien, parce nous en plus, on va calculer des métriques techniques effectivement de précision recall sur la reconnaissance des tendances, ensuite d'accuracy sur le forecast, mais ensuite derrière, on est souvent challengé sur concrètement le fait d'être bon sur la détection des tendances, dans quelle mesure ça va permettre à nos clients d'améliorer leur sales through, les collections qui vendent, de mieux prédire leur quantité. Et donc, on travaille d'ailleurs de plus en plus sur des projets avec eux pour essayer de combiner un peu leurs données internes et nos données externes pour calculer un ROI ensemble. J'aborde un dernier point. Je te laisse je te garde le micro, Lorraine. Quand on parle produit d'IA, la tendance maintenant, c'est parler de Gen AI. Quand on est sur un business comme le tien, forcément, vous, ça fait des années que vous travaillez sur des algos poussés de computer vision, de NLP, etc. Et en fait, là, peut-être c'est en train de tout chambouler parce que peut-être plus besoin de ces années d'expérience parce que des nouveaux algos arrivent. Est-ce que ça a chamboulé le core business de l'entreprise ou pas tant que ça? Forcément, c'est venu nous questionner un petit peu, effectivement, sur quel type de nouveaux use cases nous on pouvait aller chercher, de nouveaux insights pour les clients, comment on peut améliorer nos process internes et est-ce que ça va aussi lever des barrières à l'entrée pour des nouveaux acteurs qui arriveraient. Aujourd'hui, on est en train de tester plusieurs choses. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on est quand même assez loin de pouvoir utiliser ça dans un process industrialisé. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est les modèles type GenAI, c'est souvent des gros modèles très génériques qui sont conçus pour avoir une connaissance sur plein de sujets différents. Mais ça vient pas forcément concurrencer des modèles qui sont plus petits, mais plus experts sur une problématique donnée. Et nous, on a vraiment une expertise très forte sur la reconnaissance des attributs sur la mode. Et ensuite, il y a aussi toute une problématique autour de la vitesse d'analyse et de la scalabilité, parce que comme c'est des modèles énormes qui connaissent plein de sujets, c'est très lourd à utiliser. Je vous donne un exemple. On testait d'envoyer des images, nous, à GPT-4 Vision et de lui faire analyser ce qu'il y avait dessus. Une image, ça prenait à peu près 10 secondes à analyser. Donc, nous, on a 500 millions d'images qu'on réanalyse très régulièrement pour réentraîner nos modèles. Et donc, si on prend 10 secondes, ça faisait 150 ans. Après, j'exagère un peu parce qu'on peut paralléliser, mais en fait, finalement, pas tant que ça, parce que si on veut paralléliser, ça coûte plus cher et OpenAI est assez strict et met des limites qui, nous, clairement, seraient atteintes assez vite. On regarde aussi d'autres modèles open source, mais en coût de déploiement et d'infrastructure, c'est aussi colossal, en tout cas pour une entreprise comme la nôtre. Donc, aujourd'hui, on est en train de tester sur des plus petits use cases, sur des plus petits volumes de données. Et après, la bonne nouvelle, c'est que, comme on en parle beaucoup, on a aussi de plus en plus de clients ou de prospects qui viennent nous voir proactivement pour renforcer aussi les gens se sentent plus avertis sur l'IA et donc plus appétents à consommer des produits basés sur l'IA. Okay. Oui, tout à fait. Okay. Bon, puis c'est pas demain, du coup, vous serez disrupté. Comment ça marche de ton côté, Juliette? Globalement, en fait, ça change un petit peu le cycle de vie de développement d'un modèle. Hein. On n'est pas sur les mêmes temporalités, les mêmes typologies de sujets. Vous avez adapté des choses de votre côté? Alors, pardon. Pour l'instant, nous, on est sur ce sujet en phase d'exploration parce que c'est vrai que ça change beaucoup. Comme on travaille sur du NLP, on peut approcher ça avec des modèles de classification et le génératif, c'est une autre manière d'approcher le sujet. Et donc, on est en train d'explorer ça et ça donne des résultats super encourageants. Mais les éléments en sortant sont très différents et notamment par rapport à l'utilisateur. Et je rejoins ce que tu dis, Lorraine, c'est en termes de connaissances que ça lui apporte. C'est pas du tout le même niveau de fiabilité. Et du coup, typiquement sur les sorties du génératif, il y a une vraie question, c'est comment on mesure, comment on évalue la qualité de ce qui sort et du coup la fiabilité et comment on établit le seuil de si c'est acceptable ou pas.
Et effectivement, c'est un vrai changement. Ça me fait penser à ce que tu dis, parce que en fait, je pense qu'il y a un espèce de point commun dans le sens où vous apportez une connaissance qui est complémentaire, je pense, avec la connaissance de vos utilisateurs, enfin de leur métier, si je comprends bien. Nous, c'est un peu la même chose. Nos utilisateurs, ils interagissent déjà avec leurs parties prenantes. Ils ont leur expertise subjective métier. Et l'idée, c'est pas de les remplacer, c'est pas d'automatiser un métier qui existe déjà, mais de le renforcer avec une approche scientifique et de leur apporter des choses qu'ils peuvent pas faire, brasser un grand nombre de données et être exhaustif, etc. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est, au-delà des problématiques techniques que tu as évoquées, c'est de voir comment on peut s'assurer d'être utile pour l'utilisateur. Et potentiellement, ça change complètement l'expérience utilisateur par rapport à ce qu'ils sont habitués à avoir. Et donc, il y a un gros point d'attention là-dessus, quoi. Ouais, parce qu'on se rend compte que pour le même prompt et les mêmes informations en entrée, on peut avoir clairement 3 réponses différentes. Pauline, un petit mot sur ce sujet ? Yes, je pense que, à titre personnel, la Generative AI, ça change beaucoup de choses. En fait, quand ChatGPT est sorti, il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était du buzz. Maintenant, on se rend compte vraiment qu'il y a des boîtes qui l'intègrent au quotidien dans leurs produits. C'est vraiment un gros, vraiment un bouleversement, on va dire, dans le monde du ML. En tout cas, moi, je trouve. Je trouve que ça change pas mal de choses déjà d'un point de vue accessibilité. En fait, jusqu'à maintenant, déployer un modèle de machine learning, ok, on pouvait se baser sur des frameworks, mais il fallait quand même avoir des compétences là-dessus, et c'était plus des data scientists qui pouvaient vraiment mettre les mains dedans. Maintenant, on peut avoir des modèles open source qui sont accessibles via une requête API. En fait, ça ouvre en fait le champ des possibles et des profils qui pourraient l'utiliser. Donc en soi, je trouve ça trop bien parce que ça permet de démultiplier ce qu'on pourrait faire grâce à ça. Après, je pense qu'aussi il y a du coup une notion de gouvernance à avoir là-dessus. Nous on le voit un peu, par exemple, sur tout ce qui est assistant interne, d'avoir un petit chatbot qui t'aide, par exemple sur Slack, etc. Comme c'est accessible, il y a plein de gens qui se mettent à faire un peu d'époque. En soi, c'est trop bien, mais je pense que ça demande un peu de gouvernance pour s'assurer que des équipes font pas la même chose et faire en sorte qu'on maximise la valeur de la Gen AI, quoi. Ça, c'est le premier point, c'est la partie accessibilité. Deuxième point, c'est que ça ouvre des nouveaux use cases. Je pense qu'une des forces, c'est la partie reformulation, par exemple. Nous, au Bon Coin, il y a quelques semaines, on a déployer un petit assistant interne qui est une sorte de ChatGPT mais vraiment en interne. En fait, ce qu'on voit des retours des utilisateurs, c'est qu'ils l'utilisent beaucoup pour reformuler les choses. En plus, on est de plus en plus dans un contexte où on échange en anglais, ce qui n'était pas trop le cas du Bon Coin il y a quelques années. Ça l'est de plus en plus pour reformuler des choses en anglais ou même dans son langage natif. Ça marche super bien. Pareil, j'ai parlé du service client tout à l'heure. Ça peut ouvrir des nouveaux outils pour les agents en reformulant le problème de l'utilisateur. En fait, ça ouvre vraiment plein de nouveaux use cases et qui auront encore, beaucoup de valeur ajoutée pour les utilisateurs. Mon dernier point, parce qu'en vrai, je pense je pourrais parler longtemps. Mon dernier point, c'est que ça change aussi la donne dans la manière dont on construit le produit, parce que en fait, un LLM, un large language model, il y a toute cette notion de hallucination, c'est-à-dire qu'un modèle de machine learning classique, de classification, par exemple, on va lui dire ça c'est des choux, ça c'est des carottes. Prédis-moi si c'est un chou ou une carotte, il va me dire un chou ou une carotte, quoi. Là, il y a cette partie hallucination où des fois le modèle va extrapoler ou vraiment extrapoler. Et du coup, c'est des choses qu'il faut maintenant avoir le réflexe. Si on construit notre produit sur la Generative AI, il faut garder ça en tête et vraiment être sûr avant de mettre en prod qu'on maîtrise les risques liés à ça, quoi. Et un dernier truc sur jusqu'à maintenant, avec un modèle de machine learning classique, on va avoir des systèmes de réentraînement automatique de notre modèle tous les X semaines ou X mois. Là, on n'a plus trop ce genre de cas, mais on va avoir d'autres problématiques techniques, par exemple, comme tu l'as évoqué, quoi. C'est notre maraîcher qui doit faire gaffe à ne pas mélanger les choux et les carottes après. On est sur la fin.
Un petit mot de conclusion. Tu as le micro, je te laisse honorer le début des conclusions. Quel conseil ou quel enseignement toi t'as retiré que tu voudrais partager? Je pense qu'un produit IA, ça reste un produit. Du coup, il faut toujours revenir à c'est quoi le besoin de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et pas forcément faire de l'IA pour faire de l'IA. Moi, je trouve ça ultra cool et je suis ultra fan, mais des fois, c'est pas forcément la solution. Ou alors, faut peut-être commencer par, ça a été dit dans d'autres talks, mais des règles métiers et ensuite venir optimiser ces règles métiers avec du ML. Enfin voilà, c'est réfléchir bien à on a notre besoin, comment on va résoudre, c'est quoi le moyen de résoudre, et c'est pas toujours grâce à l'IA, en tout cas pas tout de suite. Juliette? Je dirais que, je sais pas si c'est spécifique aux produits IA, mais peut-être à l'innovation en général, le fait de solliciter l'intelligence collective et les différentes compétences d'une équipe. Souvent, dans mon équipe, en fait, les idées émergent d'une personne dont c'est pas, sur un sujet qui concerne pas sa compétence initiale. Et c'est vraiment le fait et c'est pour ça qu'on avait organisé les journées dont je parlais, qui permettent de brasser, de faire une émulation super créative. Et ça, c'est quelque chose, même si chacun a son rôle dans l'exécution, le fait de faire parler différentes compétences, je trouve ça super utile. Et comme tu le disais, Pauline, maintenant que tout le monde se sent un peu plus averti sur l'IA grâce à l'IA générative, maintenant les gens ont peut-être encore plus d'idées qu'avant. Ouais. T'as le mot de conclusion, Lorraine? Challenge accepted. Petit conseil sur la partie adoption. Avant de lancer votre produit data, bien vérifier que ça s'insère soit dans un process métier existant, soit que vous avez la main pour changer ce process et qu'il y a un vrai sponsorship métier en face. Moi, ça m'est arrivé aussi sur une expérience précédente dans un IA Lab de travailler sur un modèle de prévision, détection des ruptures en magasin. Super modèle, très fier des performances. Et au moment où on envoie les alertes au magasin, finalement, y a personne pour aller les chercher dans la réserve et les remettre en rayon. Et même si on a le business case avec le manque à gagner, finalement, on n'a pas la main sur le recrutement du personnel. Et donc, le projet s'arrête là et tombe à l'eau. Donc, toujours bien vérifier dans quel process ça va s'insérer et si vous pouvez faire changer les choses pour que les gens puissent actionner à la fin les résultats de votre modèle. Génial, belle conclusion. Merci beaucoup à toutes les trois pour ces enseignements. Bravo.